Voilà, merci. Bienvenue à tous et à toutes à cette tranche vespérale Kinshasa direct. On va parler de l'entrepreneuriat, comment promouvoir les jeunes en République démocratique du Congo. Ça sera avec M. Océan Kongolo, entrepreneur, et aussi situation sécuritaire dans l'Est. Alors, quelle lecture faite par la presse locale? Et ça sera avec Serge Farini, qui est journaliste, aussi analyste. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Nathan. Bienvenue à toi, Nathan. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite. Actualité ce soir, derniers hommages rendus à Madame Blanche Tounassi, épouse du pasteur Marcelo. Avant son enterrement, plusieurs personnalités s'y sont recueillies pour exprimer leur compassion à la famille et à l'église Corps du Christ. Le pasteur Tounassi a demandé l'unité de toutes les églises pour surmonter les clivages qui déchirent les églises. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a réconforté la famille Tounassi. Renforcer le front anti-corruption et anti-criminalité financière. Le ministre d'État à la Justice a échangé avec l'inspecteur général chef des services de l'IGF. Au menu des échanges, la lutte contre la corruption et la criminalité financière ainsi que les enquêtes sur le fonds destiné aux victimes de la guerre des Kisangani et dédié à la réhabilitation du palais de justice à Kinshasa. Et puis enfin en Nord Kivu, précisément au Goma, environ 90 présumés bandits de grands chemins porteurs d'armes à feu ont déjà été arrêtés. Parmi eux, des kidnappeurs. C'est le fruit d'une opération menée par la 34e région militaire, la police, l'ANER et la DGM dans plusieurs quartiers de cette ville en l'espace de moins de 2 mois. Tous ces titres seront développés dans la grande édition de 19h. Entre-temps, Kin Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. À toi, Nathan Diamouete. Tout de suite, ça sera notre premier invité. Radio 50 revient en force désormais. Je vais pouvoir désormais faire ces décryptages assez régulièrement. Je vous donne rendez-vous tous les matins. Le Congo, on est champion en la matière. Ce qui est plus important, c'est comment il va pouvoir désormais régenter l'Assemblée nationale, mettre les élus de son côté, animer cette collaboration, pour ne pas dire cohabitation. Parce que Radio 50, c'est votre radio et nous sommes désormais décidés de vous donner le meilleur de la radio avec des infos chaque heure, avec des analyses, des invités, des interviews. Radio 50, comptez avec nous désormais ici à Kinshasa, à travers le monde avec les réseaux, on va dire Internet, bien évidemment les satellites. Désormais, il faut compter avec nous. Radio 50. Comment promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes quand on sait très bien que le chef de l'État veut à tout prix créer des riches Congolais? Nous allons certainement analyser cette thématique avec M. Océan Kongolo,
un entrepreneur. Bienvenue, M. Océan. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, vous aviez lancé un long projet par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Comment vous comptez vous y prendre par rapport à ça pour créer certainement des entrepreneurs congolais? Nous avons nos activités au sein de notre société. C'est à partir de ces activités que nous demandons un partenariat public et privé avec le gouvernement congolais, afin que le gouvernement, à travers l'auteur de cette grossesse intellectuelle, puisse nous faciliter l'obtention des contrats via le ministère des Mines pour vendre nos produits chimiques que nous vendons d'habitude chez les miniers, et via le ministère des Transports pour aussi nous faciliter l'obtention des contrats chez les transporteurs. Pourquoi nous demandons ces partenariats publics et privés? C'est à partir de ces deux activités que nous, qui sommes les concepteurs de ces projets, nous aurons les moyens pour aider nos jeunes universitaires qui ont du mal à trouver de l'emploi sous prétexte qu'ils n'ont pas l'expérience. Voilà, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'expérience. Et par rapport à ce contrat, parce que vous aviez dit tantôt là, vous avez parlé d'une grossesse intellectuelle. Oui, oui. Alors c'est quoi ça? Vous savez, le président, il a une vision. Sa vision est que les entrepreneurs et la jeunesse congolaise puisse créer des emplois et que ces derniers deviennent de millionnaires. Ça, c'est sa vision. Moi, je suis le concepteur. J'ai conçu sa vision. Comme une femme peut concevoir une grossesse. Donc, sa vision-là, j'ai conçu pour créer 13 000 emplois dans une année et que moi-même, je vais devenir millionnaire dans un mois. Je vais vous expliquer comment je vais créer 13 000 emplois. Oui, comment? Allez-y, comment vous allez créer? Donc, les 13 000 emplois, je vais les créer comment? Donc, nous voulons, dans chaque province, avec les moyens que nous aurons de nos deux activités, créer l'emploi pour 500 agents. Nous allons créer comment? Nous prenons 150 jeunes universitaires qui viennent fraîchement de l'université et nous prenons 50 agents expérimentés avec qui nous allons encadrer les jeunes universitaires dans différents domaines, et nous allons prendre aussi 300 Congolais comme ouvriers des chantiers, et le total, ça va nous faire 500 travailleurs par province. Comme nous avons 26 provinces, donc nous multiplions les 500 agents par province, fois 26, ça nous donne 13 000 emplois. Ça, c'est pour une année. Pour ce qui est de créer, de devenir millionnaire dans un mois, dans nos activités que nous avons, nos partenaires qui sont des étrangers, avec qui nous avons des contrats, ils nous donnent une commission de $10 pour les produits chimiques que nous vendons pour eux. Les produits chimiques, précisément, c'est le soufre granulé jaune. C'est un produit chimique avec lequel on fabrique l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique entre dans le traitement de transformation des cailloux de cuivre pour que ces derniers deviennent les lingots de cuivre, concentrés de cuivre et fait de cuivre qu'on appelle cathode. Nous gagnons $10 de commission. Admettons qu'une des sociétés nous donne les bons de commande. Le minimum de quantité qu'on peut nous donner, c'est 5 000 tonnes. Vous pouvez écrire, on va faire le calcul ensemble avec vous. Si une société peut nous donner 5 000 tonnes comme bon d'offre par nos partenaires et que nous gagnons un contrat pour vendre chez les miniers qui sont dans nos deux provinces, au Katanga et l'Olaba, donc nous allons prendre les 5 000 que nous avons en notre possession, multiplié par 10, ça nous fait $50 000 pour une seule société. Comme l'auteur de la grossesse, il nous a appelés, nous entrepreneurs, d'être millionnaires. Donc nous devons faire tous les moyens pour que nous ayons les millions là en question, facilement et légalement. C'est ainsi, comme c'est lui l'auteur, nous le demandons de nous faciliter d'obtenir au moins 20 sociétés qui peuvent être nos clients. Si nous avons 20 sociétés, avec par société 5 000 tonnes, vous prenez les 5 000 fois 20, ça vous donne 100 000 tonnes. Et les 100 000 tonnes, si nous les vendons, nous multiplions par 10, c'est-à-dire dans un mois, nous allons gagner $1 million.
automatiquement, moi qui est concepteur de ce projet, je deviens millionnaire dans 30 jours. Vous comprenez? Sa vision-là est conçue de la même façon qu'une femme peut concevoir. Je veux aussi signaler, cette grossesse, c'est une grossesse des jumeaux. Vous savez pourquoi je parle que c'est une grossesse des jumeaux? Oui. Parce que je vais créer 13 000 emplois dans une année et je vais devenir millionnaire dans un mois. C'est-à-dire... Dans un mois? Oui, j'ai fait les calculs ici avec vous. Et ce n'est pas la seule activité que nous avons. Nous avons aussi les transports internationaux. Je peux faire le même calcul avec vous. Pour ce qui est des transports internationaux, nous gagnons 7,5 pour une tonne de produits, de minéraux chargés sur les tracts de nos partenaires étrangers. Si vous prenez, nous prenons encore une valeur inférieure. Nous prenons 30 tonnes dans un tract. Ça va vous faire 7,5 fois 30, ça vous fait $225 pour un seul tract. Alors qu'une société, la quantité la plus moindre qu'une société peut nous demander comme tract de faire entrer les tracts de nos partenaires, nous sommes intermédiaires, c'est 200 tracts. Si vous prenez les $225 fois 200 tracts qu'on peut nous demander, pour une seule société, nous aurons 225 fois 200 tracts, nous aurons $45 000. Comme nous sommes dans cette logique de demander 20 sociétés, nous prenons les $45 000, nous multiplions maintenant par nombre de sociétés, 20 sociétés, ça vous fait automatiquement 900 000. Et nous aurons 1 million pour la commission des soufres, produits chimiques, et $900 000 pour la commission des transports des tracts. Au total, par mois, ma société va gagner $1 900 000. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est trop. Alors, maintenant, bon, oui, et tout à l'heure, vous parliez des critères d'engagement ou les critères des sélections. Et comment cela se fait pour certainement aboutir à ce projet? Nous n'avons pas de critères à poser nous-mêmes. Parce que c'est nous qui voulons donner ce travail. Vous comprenez? Notre critère est simple. Vous êtes universitaire. Vous n'avez pas l'expérience. Nous voulons briser ce paradoxe-là d'engager les jeunes universitaires. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Nous voulons faire ceci. Nous voulons les engager sans expérience. Tels qu'ils viennent à l'université, nous les prenons, nous mettons à côté d'eux dans différents domaines par rapport aux infrastructures que nous aurons qui vont nous orienter, les domaines dans lesquels nous allons aider nos jeunes frères, nous allons aider nos enfants universitaires. Ils viendront sans expérience, nous allons les engager et nous prenons ceux qui sont expérimentés pour qu'ils signent le contrat avec nous, la société, de former. Les jeunes universitaires viendront travailler, les universitaires qui ont déjà l'expérience et viendront signer les contrats pour former nos enfants. Si nous ne le faisons pas, nos enfants qui constituent les 70% de la population, la jeunesse, ils ne vont pas travailler, ils vont étudier et l'expérience en soi, on n'acquiert pas l'expérience à l'université. C'est comme ça que j'ai conçu ce projet pour que ces jeunes-là universitaires puissent avoir du travail. Alors, ça sera une main-d'œuvre locale ou étrangère? Non, c'est moi le concepteur. Et qui est derrière vous? Vous dites? Qui est derrière vous? Celui qui est derrière moi, ce sont nos jeunes universitaires, les chômeurs, qui m'ont poussé. Les chômeurs? Oui, oui, qui m'ont poussé à concevoir ces projets. Vous savez, nous les Congolais, nous devons nous aider nous-mêmes. Nous devons nous prendre en charge. Vous savez, Mouzé disait, prenez-vous en charge. C'est une façon, moi en tant qu'entrepreneur, de prendre mes frères, mes jeunes universitaires en charge, de concevoir quelque chose qui va les aider à travailler sans expérience. Et nous allons le faire comment? Nous avons des activités que nous voyons avec nos amis, avec nos frères étrangers. Les supermarchés, les hôpitaux, les écoles. Et ce sont des activités que nous voulons, avec les 28 200 000 $ que nous venons de faire des calculs avec vous, que nous aurons par année. Nous allons construire pour maintenant, vous savez, comme dès que nous avons l'argent, nous allons commencer avec les infrastructures. C'est à partir des infrastructures
qui vont nous orienter dans quel domaine nous allons engager nos jeunes universitaires. Je donne un exemple de quelque chose qu'on peut construire avec notre argent. Qu'est-ce que nous pouvons, si nous faisons un hôpital? Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons construire avec notre argent, l'argent de la société qui est venu de nos deux activités. Nous occupons l'hôpital et nous engageons les nouveaux médecins, les corps médicaux, c'est-à-dire les médecins, les laboratoires, les infirmiers, tous ceux qui constituent le corps médical, nous les prenons tels qu'ils viennent de l'université. Nous prenons maintenant les anciens corps médicaux pour former nos enfants. C'est comme ça que nous allons faire. Nous n'allons pas le faire seulement dans le domaine médical, nous allons le faire dans de différents domaines. Pourquoi? C'est pour aider les pays à se développer, pour aider ces pays à lutter bien contre le chômage. Nous n'allons pas lutter de façon à faire du mal aussi aux gens qui viendront. Nous allons respecter, nous allons les placer par rapport à leurs études. Nous le faisons, c'est une façon d'aider le gouvernement congolais. Parce que si nous, en privé, nous le faisons, l'État le fait, nous allons lutter de bonne manière contre le chômage. Oui, est-ce que le chef de l'État, Tshisekedi, ou d'autres personnes influentes sont-elles au courant? Bon, la méthode que j'ai pour... Est-ce que vous les avez contactés ou bien vous avez contacté d'autres personnes intermédiaires pouvant vous aider à faire arriver ces projets? Je plus considérer les médias pour que mon message arrive à l'auteur de cette grossesse intellectuelle qui est notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que j'ai conçu là, c'est son honneur. C'est lui qui nous appelle, nous entrepreneurs. C'est lui qui est notre papa, qui nous conseille de devenir millionnaire. Je viens de vous démontrer comment je serai millionnaire avec des activités. Et dans ces projets... Mais ça, c'est pas théorique, ça. Parce que vous dites, est-ce que vous avez déjà expérimenté ça quelque part? Oui, nous travaillons déjà... Donc vous êtes déjà millionnaire tel que vous êtes là? J'ai conçu pour le devenir, pour mettre les conseils en pratique. Et je crois à ça. Parce que ceux qui viennent, ils voudront d'abord voir votre manière d'être ou de faire pour vous faire confiance. S'ils viennent et puis ils vont vous demander, est-ce que vous-même vous êtes riche, vous êtes devenu millionnaire? Oui, je le suis. Comment vous allez les Je suis millionnaire au moment où je parle mentalement. Parce que tout commence dans le mental. Vous ne pouvez pas avoir des millions si vous n'avez jamais rêvé les millions. Et je l'ai démontré en concevant un si grand projet qui va créer 13 000 emplois au Congo chaque année. 13 000 emplois. Oui, c'est faisable. Le Congo, c'est un pays riche. Vous savez quoi? Nous, Congolais, nous devons nous faire confiance. Nous, Congolais, nous devons croire. Nous devons croire en nous parce que nous avons un pays riche. Nous n'allons pas nous limiter à chanter que nous avons un pays riche. Mais si nous-mêmes, nous ne savons pas dénicher cette richesse, nous devons bénéficier de cette richesse. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est faisable. Il n'y a pas la magie. C'est faisable. Mais nous demandons à l'auteur de la grossesse de nous faciliter. C'est par partenariat public et privé. Donc là, vous demandez au chef de l'État, c'est ça? Oui, c'est lui l'auteur de la grossesse. C'est lui qui a appelé les entrepreneurs, que je suis. Oui, lorsqu'il a appelé, ce n'est pas que lui seul qui va les financer, c'est qu'il y a des structures. Il ne le finance pas. Il y a des structures. Est-ce que vous vous êtes rangé dans des structures mises en place pour booster l'entrepreneuriat? Oui, oui. Laquelle, personnellement, je suis enregistré à la RSP. ARSP. Oui, oui, ma société est enregistrée. Mais dans les cas, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. En quoi il est particulier? Parce que je mets la vision du président. Je n'ai pas conçu de moi-même. C'est lui qui m'a motivé à concevoir ce projet. Il nous a motivés, il a fait appel que c'est facile qu'on devienne millionnaire. C'est facile qu'on crée de l'emploi. Et je suis en train de démontrer, c'est avec mes activités que j'aurai des millions. Vous savez quoi? Avec l'argent que nous aurons, ce n'est pas seulement que nous allons faire cette activité seulement ici dans nos centres urbains. Nous voulons dans ce projet développer et industrialiser l'agriculture avec nos produits locaux.
nous allons installer ces projets en parallèle avec le programme des 145 territoires. Donc nous voulons, parce que vous savez, si nous ne partons pas dans les territoires, alors que c'est là où il y a 70% de la population congolaise, 70% est concentrée dans les milieux ruraux. Et dans les milieux ruraux, nous n'irons pas avec des choses comme vous le faites ici. Il faut aller travailler, engager les gens dans leurs activités. Nous irons pour encadrer les agronomes et les cultivateurs avec nos agronomes. Nous irons pour encadrer les éleveurs avec nos médecins vétérinaires. Nous irons pour aider les gens dans leurs activités. Nous allons aider comment? Par exemple, quelqu'un qui fait les arachides, ils ont du mal à amener les arachides ici. Ils se découragent parce que ça finit par pourrir. Nous irons là-bas avec les moyens que nous avons, installer les machines à transformation industrielle pour que nos territoires arrivent à nourrir nos centres urbains. Au lieu que ce sont des pays étrangers où nous partons, 80% des produits que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Alors qu'il y a des arachides, des nourritures qui pourrissent dans nos territoires. Vous voyez, nous irons même donner de l'emploi dans les territoires. C'est-à-dire, c'est un projet qui va aider beaucoup de Congolais. Alors, est-ce que vous avez été en contact avec le ministre des tutelles? Les ministres des tutelles, on vient de nommer, on attendait. Nous allons voir beaucoup de ministres. Par exemple, comme nous avons des projets de faire les hôpitaux, nous irons voir le ministre de Santé. Pour les écoles, nous irons voir le ministre d'Enseignement. Dans ces projets, nous aurons besoin de beaucoup de ministres par rapport à leurs responsabilités. Donc, nous irons les voir au moment opportun quand nous allons commencer. Vous savez, le partenariat aussi public et privé que j'ai demandé, c'est sur des aspects pour nous faciliter et pour nous accompagner dans toutes nos réalisations. À chaque fois que nous voulons faire quelque chose qui correspond à un ministériel, nous irons pour donner du respect et l'honneur à notre gouvernement. Nous n'allons pas nous mesurer au niveau du gouvernement. On est citoyen, nous mettons seulement les conseils du président en pratique. Donc, le gouvernement congolais va nous accompagner. Voilà, donc société Yala de Saralou. Oui, Yala de Saralou. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi à vous. Voilà, merci. Cette fois-ci, on va changer de chapitre. Serge Farini est ici. Nous allons parler d'autre chose. Kinshasa Direct. Leur désir, c'est de voir la RDC à terre pour que rien ne marche. Écoutez, de patriotes congolais se sont levés pour dire que la MONUSCO devait partir. Pourquoi la MONUSCO devait partir? Je vous ai demandé pourquoi ce n'est pas le Premier ministre, parce qu'on n'est pas sûr que ce fonds-là annoncé a été réellement décaissé. Ça fait débat. Le discours tient désormais. Dans toute l'Afrique, on sait que le Rwanda est un terroriste, est un agresseur. En Europe, on sait que c'est un agresseur. Même si on ne fait rien, mais ils savent ça. Ils savent le dire et ça s'enseigne dans leurs universités. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a pris la RDC, les documents de la RDC, et a donné en hypothèque aux États-Unis d'Amérique. Ça ne s'enseigne pas, parce que si vous le dites, on vous tue. Mais j'accepte de mourir. Pas de polémique. L'essentiel, il faut qu'on retrouve le Congo puissant. Qu'on récupère nos territoires occupés par le Rwanda et par l'Ouganda. Club 50. Ne soyez pas surpris que quelques noms ne se retrouvent pas sur la liste que va publier. Dans celui de Katumbi. Non, je n'ai rien dit. Qu'il aurait pu réceptionner sa candidature et au finish dit que cette candidature n'est pas recevable. Il a cité les chefs de l'État. Non, le chef de l'État dit que nous sommes en guerre, on doit se mobiliser. Le chef nous a demandé de vous organiser en groupe rebelle. Il y aura un manque à gagner, surtout dans les États comme ceux-ci où l'État n'est pas puissant. A contrario, ce sont les individus qui sont puissants et plus que l'État. Donc, il y a une loi qui a été votée, je crois, dans la session passée sur les réservistes. Lui-même a qualifié Ouazalène de réserviste. Qui est réserviste? S'il vous plaît, on regarde maintenant. Qui est réserviste? Parce que s'il vous plaît, tu vas parler, personne. Terminez, s'il vous plaît, terminez. Au cœur des sports. Soyons logiques. Quelle équipe d'âge aujourd'hui est suffisamment structurée? Les 20 ans et moins d'âmes, il est où le championnat de 20 ans et moins?
On va les recruter où, ces joueuses? Quand vous dites qu'avec ou sans le Conon, les choses allaient se passer telles qu'elles se passent De aujourd'hui. toutes les façons. Je m'inscris peut-être en faux. Avec le Conon, on a senti quand même la rigueur qu'il y avait autour du championnat. Le Condor a tout fait pour mettre le comité Kimanga dans une situation d'incapacité pour dire que ce sont des incompétents. Mais une mauvaise expérience. Parce que si on aime son pays, si on veut que les choses avancent, je pense qu'on enlève les galons. Il faut qu'aujourd'hui le comité de normalisation accepte d'enlever le galon. Cette semaine, sur Télé 50, suivez en direct du lundi au vendredi à 18h juste, Kinshasa Direct. Rediffusion à minuit pile. Retrouvez Ça fait débat vendredi à 16h juste et rediffusion samedi à 9h. Club 50, le samedi à 18h juste et la rediffusion lundi à 5h juste. Au cœur des sports, samedi à 10h et dimanche, rediffusion à 10h juste. Télé 50, simplement congolais. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis l'instauration de l'état des sièges. Où est-ce qu'on en est? Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. Serge Farini, qui est journaliste, acteur politique, directeur de cabinet adjoint, certainement du gouverneur Chirimwami. Bienvenue, M. Serge. Merci Jean-David. Vous portez bien? Très bien en forme. Très bien arrivé à Kinshasa. Très bien arrivé à Kinshasa et l'accueil au rythme de la capitale. C'est quoi? C'est pour des raisons professionnelles? Des raisons professionnelles toujours, oui. Voilà, effectivement. Exactement. Alors, M. Serge, depuis l'instauration de l'état des sièges, plusieurs personnes dénoncent les cas d'insécurité. Il dit, avant état des sièges égale après état des sièges. Par contre, après état des sièges, c'est pire qu'avant. Bon, des primes abord, permettez à ce que je puisse compatir avec les milliers de nos frères congolais qui sont fauchés par la barbarie des terroristes qui sont les M23 et soutenus par le Rwanda ou sous couvert bien sûr, mais aussi l'ADF au niveau de la partie nord de la province du Nord Kivu. J'ai compati donc avec ces milliers de nos compatriotes qui sont en train de périr de suite de cette barbarie humaine. Deuxièmement, je souhaiterais remercier ou saluer cette mobilisation nationale autour des affres de la province du Nord Kivu et d'une manière générale des affres de la partie est de la République démocratique du Congo. On sent une appropriation populaire de la chose. Cela démontre cette volonté commune, ces blocs communs des Congolais autour de cette question. Et c'est la preuve même que ce pays restera indivisible, comme l'ont souhaité les grands messieurs de l'histoire politique de ce pays. Troisièmement, c'est de saluer aussi l'implication du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On sent que la question sécuritaire, en tout cas, il la prend à bras les corps et on peut ici l'affirmer par juridiquement, par exemple, la récente loi des programmations militaires et les effets irrélatifs, même si il faut encore redoubler des efforts à ces niveaux-là, mais quand même il faut saluer les efforts qui sont menés pour la montée en puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation, parce que vous avez parlé des regains de l'insécurité, je m'en vais parler par exemple du cas de la province, du cas de la ville de Goma. En ville de Goma, la question de la criminalité urbaine, lorsqu'il faut faire une comparaison, on peut dire que cette situation va maintenant décrescendo. Parce que sous la houlette du gouverneur militaire, son Excellence général-major Peter Chirimwami, bien sûr avec
les comités provinciaux de sécurité, les maires de la ville, il a été mis sur pied une opération dénommée Safisha Muji Wagoma. Safisha Goma. Nettoyer Goma. Et nettoyer Goma, en français bien sûr, en swahili Safisha Muji. Et à ce jour, on est à près de 90 bandits à main armée et d'autres bandits qui sont arrêtés avec des effets militaires bien sûr. Et c'est pour vous dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés et les banditismes ou la criminalité urbaine baisse aujourd'hui en ville des Goma. Mais la province du Nord Kivu n'est pas que la ville des Goma. Il y a certainement la résurgence, comme on le sait, d'IM23 soutenue par le Rwanda. Il y a également la question de l'ADF dans la partie nord de la province. Et je dois saluer les efforts qui sont fournis par nos forces loyalistes, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui constituent notre dernier rempart. Et nous ne pouvons que continuer à encourager la collaboration civilo-militaire pour qu'on puisse arriver à endiguer les phénomènes et de la criminalité, mais aussi ces phénomènes des guerres récurrentes dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que nos forces armées, bien sûr, font du travail à ces niveaux, mais j'aimerais quand même insister sur le fait que ces conflits armés... Mais il y a toujours des tueries. Bien sûr, mais on ne peut arriver jamais dans une société où on peut être dans une criminalité zéro. C'est-à-dire que les tueries existent, oui, mais ça va décrescendo. Et je voulais quand même, Jean-David, saluer ici aussi la bravoure des jeunes patriotes. Les Wazalendo. Les communément appelés les Wazalendo, qui ont compris que la défense de la patrie est une question qui concerne tout le monde, tout Congolais. Et ces jeunes patriotes qui, bien sûr, défendent la patrie aux côtés de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Et ce, conformément à l'article 63 de notre Constitution, qui appelle bien sûr à la mobilisation générale dans pareil cas. C'est pour vous dire que toutes les batteries sont mises sur pied pour que finalement nous puissions bouter hors de nos frontières les terroristes du M23, mais aussi la question ADF. Mais pour y arriver, il faut être dans les contextes des conflits armés dans cette partie de la République démocratique du Congo, parce qu'on a tendance à faire un peu les méli-mélo en rapport avec la question. Est-ce que nous sommes dans une logique des conflits armés non internationaux? Sommes-nous dans une logique des conflits armés internationaux, ou nous sommes dans une logique des conflits armés non internationaux, mais internationalisés? Je pense que c'est en réussissant de faire la lecture de ces conflits armés dans notre partie de la République que nous saurons arriver à proposer la dose qu'il faut pour résorber. Aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont fournis, est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats positifs? Très belle question. Parce que je parlais des conflits armés chez nous, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je crois que nous sommes dans un contexte d'un conflit armé non international, mais internationalisé. Le fait qu'il y ait des acteurs étrangers montre l'internationalisation de ces conflits armés. Et la solution demande, bien sûr, qu'à l'interne, il y ait cette mobilisation, et je salue la mobilisation interne par rapport à la guerre dans l'Est de la République, mais il faut
un accompagnement aussi au niveau international. Il faut des vraies sanctions au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'endroit du Rwanda, qui, bien sûr, alimente ces conflits armés dans cette partie de la République démocratique du Congo et qui voudrait créer une sorte de ventre mou dans cet espace de la République démocratique du Congo. Et donc, il faut une réaction tous azimuts, que ce soit à l'interne, tout comme à l'international. Et c'est ici l'occasion d'en appeler à plus de mobilisation au niveau international sur la question de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qui, de la même manière qu'on prend au sérieux la situation en Ukraine, que ce soit de cette même manière que l'on puisse prendre au sérieux la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu, parce que tout à l'heure vous avez parlé d'une guerre nationale, mais tendance à être internationalisée, et on n'arrive pas certainement à faire entendre la voix de cette guerre, pour que cette communauté internationale, de la même manière dont elle s'est penchée sur l'Ukraine, qu'elle se penche aussi sur le Congo. C'est qu'il y a un problème de communication ou un problème de la diplomatie. C'est un problème de l'hypocrisie de la communauté internationale. Hypocrisie. Moi, je alors préfère maintenant, parler comment extirper cette communauté internationale de cette hypocrisie? Exactement. C'est que cette communauté veut voir clair si réellement c'est une guerre qu'elle doit certainement soutenir ou pas. Exactement. La communauté internationale, j'ai parlé d'hypocrisie de la communauté internationale. La communauté internationale doit cesser cette hypocrisie-là. Et ça passe aussi, bien sûr, par une forte diplomatie. Ça passe par des mouvements, des lobbies. La RDC a échoué des mouvements, des lobbies. Bon, moi, je ne préfère pas parler en termes d'échec. Je pense que c'est un processus. Et s'il faut que l'on puisse faire une comparaison, on peut dire quand même que les efforts diplomatiques sont croissants. S'il faut comparer à des époques immémoriales. C'est-à-dire qu'il y a quand même des efforts qui sont en train d'être fournis, mais la communauté internationale doit cesser son hypocrisie en rapport avec la guerre de l'Est. Vous savez bien avec moi que dans cette partie de la République se trouvent des minerais rares. Des minerais rares. Et aujourd'hui, vous connaissez, sur le plan, bien sûr, de la pression diplomatique, ce que fait la République démocratique du Congo, avec, bien sûr, l'implication des épaules dans tout ça. Et d'ailleurs, la RDC a même porté plainte contre oui, Épaules. La RDC qui a porté plainte. C'est-à-dire que c'est des efforts comme ça qui doivent continuer à être impulsés sur le plan international. Il faut aussi une forte communication. Il faut amplifier cela, mais je pense que lorsqu'on parle de conflits armés dans notre pays, on a l'impression que c'est des conflits armés presque oubliés. Pourtant, dans ce pays, il y a eu des millions de morts. Il faut aller voir les drames humanitaires tout au long de la ville de Goma. C'est des millions de déplacés, des populations qui errent dans des camps des déplacés. Et tout cela demande une réponse internationale, de la même manière que c'est fait pour les dossiers, par exemple, les conflits israélo-palestiniens, de la même manière que c'est fait en Ukraine. Il faut cette réaction internationale très accrue, une pression internationale sur le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda, non? Est-ce que vous ne voyez pas que derrière le Rwanda, il y a cet iceberg qui se cache? Et que si on n'arrive pas beaucoup plus à discerner l'ennemi, parce que pour le moment, on ne parle que du Rwanda, alors que derrière le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a la communauté internationale. Mais il faut citer des véritables ennemis. C'est peut-être ça qui fait que la communauté internationale est un peu hésitante. Nous ne pouvons pas nous leurrer. Le véritable ennemi direct, la République démocratique du Congo, est bel et bien connu. C'est le régime rwandais. Oui, effectivement. Et il faut faire la part des choses, bien sûr, quand on parle du Rwanda et du régime rwandais. On ne parle pas de la population rwandaise
d'une manière générale, on parle du régime rwandais. Vous avez parlé des Luganda. L'Ouganda en est aussi pour quelque chose. Et donc, je pense pour beaucoup d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est ce que j'étais en train de dire. On souffre de l'hypocrisie de la communauté internationale, des tireurs des ficelles. De cette communauté internationale. Mais bien sûr. Tantôt elle est avec la RDC, avec le Rwanda. Et puis, il faudrait que cette communauté internationale soit vraiment d'une manière manifeste avec la République démocratique du Congo, pas seulement pour la figuration, pas seulement pour une présence cosmétique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi du sérieux? Parce que cette communauté internationale a besoin de voir certains partenaires sérieux pour qu'elle continue certainement aussi à aider. Mais dès lors qu'elle trouve qu'il y a un peu pas du tout du sérieux, ça risque un peu de scléroser cette communauté internationale. Quand vous parlez des sérieux, la République démocratique du Congo a fait quand même des avancées en matière de démocratie dans la sous-région significatives. On ne peut pas parler des moins sérieux lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo en termes de démocratie. On peut par exemple citer des pays comme le Rwanda qui sont des autocraties, des régimes dictatoriaux, lorsqu'on parle du moins sérieux. Donc aujourd'hui, le Congo est vraiment un interlocuteur valable pour la communauté internationale, surtout en termes de démocratie, parce qu'il faut qu'on insiste sur cet aspect des choses. Moi, je ne pense pas qu'on est en face d'une République démocratique du Congo ou d'un gouvernement congolais moins sérieux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Il faut plutôt continuer, et c'est là même l'essence de ma présence ici, de continuer à faire en sorte qu'il y ait une mobilisation nationale autour de cette question. Qu'on sente que, oui, on les sent déjà, mais il faut continuer cela, que les Congolais sont unanimes autour de cette question. Ils le sont. C'est une très bonne chose. Et aussi, il faut, d'autre part, que l'on puisse connaître dans la stratégie, parce que d'une part, il y a la stratégie militaire et d'autre part, la diplomatique et d'autre part aussi la politique, on dirait aussi la médiatique. Il faudrait que l'on puisse, bien sûr, tirer le fruit de ces efforts. C'est ce qu'on attend et on ne doute pas de la sincérité et de l'implication du chef de l'État pour trouver des mécanismes tendant à amener la quiétude dans la province du Nord Kivu d'une manière particulière et dans la partie est de la République d'une manière générale. Vous savez, Jean-David, j'ai compris que les développements de ce pays, de notre pays, la République démocratique du Congo, partira de la stabilité de la partie est de cette République. Tant que la partie est de la République sera instable et déstabilisée, nous risquons de faire sur place. Et donc, il faut bien sûr que cette question soit prise à bras le corps, et c'est pour cela que nous saluons l'avènement du nouveau gouvernement. Et nous, comme la province du Nord Kivu, attendons bien sûr de ce gouvernement qui se penche sur les questions liées à la sécurité dans la province du Nord Kivu. Heureusement aussi, il faut les saluer, qu'un digne fils de cette partie de la République démocratique du Congo a été élevé au rang de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et autres portefeuilles. Oui, c'est une occasion pour nous de prendre à bras le corps encore plus. Je ne suis pas en train de dire que son prédécesseur ne le faisait pas, mais c'est une occasion pour nous de vraiment prendre encore plus très au sérieux cette question. Et la province du Nord Kivu attend vraiment beaucoup, surtout sur le plan sécuritaire, de l'actuel gouvernement qui a été mis sur pied. Mais je voudrais souligner une chose très importante, c'est par rapport à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo constituent
les derniers remparts, notre dernier rempart, nous comme Congolais. Et la collaboration civilo-militaire est parmi les clés de la réussite dans cette guerre. Et l'appel que je lance à nos populations, c'est de continuer vraiment à soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'elles puissent assurer leur mission, qui est la mission de protéger l'intégrité du territoire national et, bien sûr, la sécurisation des personnes. Depuis que Thierry Moimi est là, qu'est-ce qu'il y a de positif? Depuis que Thierry Moimi est là, et d'ailleurs, avant lui, il y avait le lieutenant-général Constant Ndima, et depuis qu'il est là, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être consentis. Oui, mais beaucoup d'efforts. Le point, efforts? Ce sont les résultats. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place pour éradiquer l'insécurité, mais les résultats ne sont pas reluisants. Bon, les résultats ne sont pas reluisants. C'est bien facile de les dire. Vous savez, on connaît très bien quand on commence une guerre, on ne sait pas quand elle prend fin. Mais s'il faut parler des efforts menés au niveau de la province, oui, il est gouverneur de province et comme vous le savez, les opérations militaires, bien sûr, ne relèvent pas, officiellement, ne relèvent pas, bien sûr, de sa compétence. Il n'est pas commandant des opérations, mais ceci ne justifie pas. C'est la question que vous êtes en train de poser. Non, il continue à fournir beaucoup d'efforts. Nous pouvons prendre, par exemple, le volet du développement, parce que l'état des sièges, ce n'est pas que seulement la guerre, c'est aussi les développements. Mais ça veut dire qu'il n'a pas le commandement, il n'a pas tout le commandement des opérations sur terrain. On l'a juste réduit, on a restreint sa compétence et il n'arrive pas à bien mettre en place sa politique. Non, ce n'est pas qu'il n'arrive pas à mettre en place sa politique. Sa politique est bel et bien mise en place. Je vais m'apaisantir un peu, si vous le permettez, oui, allez-y, par rapport aux questions de développement. Et il suffit de venir à Goma pour voir comment la ville, malgré la situation de la guerre, à cause de la politique impulsée par Thierry Moimi, le général Thierry Moimi, la politique de production-gestion, il faut voir comment la ville se transforme en termes d'infrastructures routières. Vous arrivez trop dans la région, vous en êtes témoin, et ce, en dépit de la situation sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, et même l'encadrement de jeunes résistants, le Wazalendo, qui aujourd'hui bénéficient de plusieurs formations en termes de droit international humanitaire, parce qu'ils doivent être au diapason par rapport à toutes ces questions en temps des conflits armés. C'est-à-dire que oui, il y a des efforts qui sont en train d'être menés par le gouverneur Peter Thierry Moimi, et il faut les saluer à juste titre. Maintenant, pour arriver à une situation des solutions totales, il faut une implication tous azimuts de toutes les parties prenantes, de tous les acteurs. Et je ne doute pas un seul instant des efforts qui sont en train d'être menés au niveau du chef de l'État, qui, bien sûr, reste très préoccupé par la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Et les attentes de la population sont celles de voir qu'il y ait une quiétude, que nos populations qui croupissent dans les camps des déplacés rentrent dans leurs zones respectives. Les Nord-Kivusiens ne sont pas habitués à la main tendue, ce sont des agriculteurs, et les soucis ici, c'est de voir toutes ces populations rentrer dans les zones respectives, et cela passe par des opérations costauds contre un groupe armé qui, bien sûr, est caractérisé par un vandalisme et même l'incivisme à outrance, et un groupe armé qui doit être éradiqué.
par nos forces armées de la République, bien sûr, aux côtés desquels il y a des jeunes gens qui se sont dit qu'ils sont prêts à défendre leur patrie, qu'on appelle les Ouazalendo. Merci beaucoup, Monsieur Serge Farini. Vous êtes directeur de cabinet adjoint du gouverneur Pierre Chirimwami. Merci. Peter, hein, Peter Chirimwami. Voilà. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Il sera 20h à Goma, 19h à Kinshasa, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette grande tranche vespérale, cette grande édition, voilà, qui sera animée par Grâce Alambo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.